Je me nomme Pascal Bergeot, je suis ancien grand maître de la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra. Alors les constitutions d'Anderson, c'est un jalon dans l'apparition de la maçonnerie. La partie historique est assez curieuse, c'est original. Sur la partie obligation, celle qui est la plus connue, vraisemblablement, l'article 1er pose la question d'une certaine manière de la croyance en Dieu. La croyance en Dieu n'est pas obligatoire pour être membre de la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra. En tout cas, on ne demande pas. De ce point de vue, les constitutions d'Anderson, c'est un jalon historique. Ça appartient au passé, au fond. Le fait que, un peu plus loin, dans un article des constitutions, on dise qu'il ne faut être ni esclave, ni une femme, ça connote quand même, ça date le texte, qui n'est plus vraiment de notre actualité, même si on s'y intéresse, bien sûr. Alors je pense que tous les textes anciens, on doit se poser la question de ce qu'ils nous apportent. Comme lorsqu'on s'intéresse à l'Ancien Testament, on doit relativiser ce qu'on lit et le comprendre d'une façon un peu particulière. Il faut vivre sa maçonnerie actuelle, la voir évoluer, et la tradition n'est pas figée aux constitutions d'Anderson. Alors, je m'appelle Gérard Ricard, je suis le grand chancelier de la Grande Loge nationale française en charge de l'international. Alors, les constitutions d'Anderson sont au nombre de deux. Une première a été publiée en 1723 et une seconde en 1738. Ce sont les textes régulateurs qui régissent la Grande Loge de Londres. Ces textes, bien sûr, n'ont pas été créés ex nihilo, elles sont fondées sur les anciens devoirs et les constitutions de Spartz et Roberts. Alors, si je voulais faire une boutade, je dirais, il y va des constitutions d'Anderson comme de la Bible. Tous les francs-maçons en parlent, mais peu peuvent se targuer de les avoir lus, de les avoir compris. Généralement, on s'arrête à l'article 1er, mais on ne va pas jusqu'au bout de cette lecture qui est encore pérenne parce qu'elle permet de faire la distinction entre deux formes de maçonnerie. Une maçonnerie dite régulière et anglo-saxonne et une maçonnerie adogmatique et libérale. Il ne s'agit pas, bien entendu, de pratiquer l'ostracisme entre ces deux maçonneries. Il s'agit simplement de reconnaître nos spécificités. Bonjour, je suis Jérôme Grinspan, je suis membre du droit humain de la Fédération française, mais également membre du Suprême Conseil de l'Ordre maçonnique mixte international, le droit humain, qui coiffe l'ensemble des fédérations et juridictions pionnières de l'ordre. Si ces constitutions n'avaient pas existé, nous n'existerions pas. Donc c'est le premier point qui fait que c'est un élément qui nous rassemble tous et qui montre bien que l'universalité de la maçonnerie. Ça, c'est un point qui est très important. Le second point que je souhaiterais évoquer, c'est que 300 ans, c'est quand même une vraie profondeur dans l'histoire. Et le droit humain fête cette année ses 130 ans. Et moi, je ne connais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui le diront, mais de sociétés, d'institutions philanthropiques, philosophiques, qui ont une telle durée et qui existent encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elles ont développé déjà le côté initiatique, le côté de rendre les gens libres, et ont développé également quelque chose qui est très important et fondamental, c'est la fraternité. Et ce sont ces trois éléments qui aujourd'hui concourent à la dimension à la fois spirituelle de la maçonnerie en général. Au droit humain, plus particulièrement, on peut dire que nous avons développé cet universalisme, une fraternité toujours renouvelée, et ce qui fait la force des constitutions d'Anderson, encore et toujours, c'est ce côté initiatique qui rend la maçonnerie aussi importante à mes yeux. Pierre Mollier, et donc je suis un frère du Grand Orient de France depuis 33 ans. Alors les constitutions d'Anderson, c'est un texte très important, et comme beaucoup de textes très importants, on les connaît fort peu. On connaît en général un article, l'article 1er, c'est un texte fondateur, dont il faut dire d'ailleurs qu'il a été complètement oublié en France pendant 2 siècles, et redécouvert un peu dans les années 30, et depuis, effectivement,
l'une partie des constitutions d'Anderson, le fameux article 1er concernant Dieu et la religion, a fait l'objet de beaucoup de débats, et de débats intéressants dans la franc-maçonnerie, et donc chacun se positionne un peu selon sa tradition par rapport à cet article 1er. On pourrait dire, enfin, ma sensibilité, et peut-être un peu celle du Grand Orient, c'est que les constitutions d'Anderson, elles ouvrent une perspective, mais elles ont été un acte libérateur, un texte libérateur au début du XVIIIe siècle, mais leur être fidèle, c'est pas être fidèle à la lettre des constitutions d'Anderson, c'est être fidèle à l'esprit des constitutions d'Anderson, un esprit d'ouverture, un esprit qui va vers l'autre et qui l'intègre peu à peu à la tradition maçonnique, et c'est ce qu'a fait le Grand Orient depuis 2 siècles et demi maintenant. Et on peut dire que les constitutions d'Anderson, d'abord, c'est un texte difficile, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les frères ou les sœurs qui s'intéressent à la tradition maçonnique, à l'histoire de la franc-maçonnerie. On ne lit pas ça comme un roman. Il y a un aspect réglementaire qui donne un peu les règles de la première maçonnerie spéculative. Et puis, il y a tout un aspect aussi symbolique, imaginaire. Il y a toute une première partie historique qui est une histoire légendaire de la maçonnerie et qui nous rattache comme ça à une sorte de méta-histoire. Donc c'est un texte difficile. Tout maçon doit un jour ou l'autre se plonger un peu dedans. Maintenant, c'est quand même un texte compliqué à interpréter et surtout dont l'interprétation ne vaut que pour une perspective historique. Elles ne sont plus opérationnelles maintenant. Il n'y a plus une obédience qui suit les constitutions d'Anderson qui sont un texte réglementaire. Même les obédiences les plus traditionnalistes ont des règlements qui ne sont plus les constitutions d'Anderson. Mais on se réfère à ces principes fondateurs. Et pour nous, ce qui est important, c'est pas la lettre, c'est l'esprit des constitutions d'Anderson. Donc un esprit d'ouverture et un esprit dynamique. Marie-Thérèse Besson. Je suis lyonnaise, puisque nous sommes à Lyon, autant le dire. Je suis ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Et aujourd'hui, j'occupe les fonctions de grande maîtresse adjointe aux affaires extérieures. C'est très intéressant de poser cette question à une femme, puisque par définition, dans les constitutions d'Anderson, n'est-ce pas, les femmes ne peuvent prétendre entrer en franc-maçonnerie. Et pourtant, je pense qu'elles ont bien prouvé tout au long de ces siècles qu'elles avaient leur place. Donc, on va dire que en ce temps-là, les femmes n'étaient pas des femmes libres, ce qui peut justifier cela, mais jusqu'à un certain point quand même, puisque certains sont restés avec une application stricte des constitutions d'Anderson, ce qui ferait qu'à la limite, ce soir, je ne devrais même pas être ici, au bout du compte. Et pourtant, j'y suis. Et j'y suis bien. Je pense qu'on peut quand même garder le fait qu'elles sont un point de départ et une base à partir de laquelle s'est développée la maçonnerie, certes, puisqu'il y a toute une histoire qui est retracée par ces constitutions, mais il y a aussi, je pense, la notion de liberté de conscience, la notion d'évolution personnelle. Mais vous savez, à la Grande Loge féminine de France, les constitutions d'Anderson, on n'en parle pas. On n'en parle absolument jamais. Il faut bien venir ici pour en entendre parler. Ce qui ne nous empêche pas de fonctionner, je crois, en tant que franc-maçonne libre, indépendante, déterminée et qui vont vers un avenir auquel nous travaillons pour qu'il soit, espérons-le, meilleur. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Donc je m'appelle Alain-Noël Dubar, je suis chirurgien de mon état et j'ai été grand maître de la Grande Loge de France de 2009 à 2012. Il y a des idées nouvelles qui apparaissent dans ce texte. Et ces idées nouvelles sont celles du temps, de l'époque, des circonstances de l'époque. L'Angleterre se retrouve dans une période de calme après un siècle de guerre de religion. Et les constitutions d'Anderson vont être le fruit d'un melting pot entre protestants. James Anderson est méthodiste, c'est un Irlandais. Méthodiste, il est calviniste, pur et dur. Jean-Théophile Desaguliers est le fils d'un pasteur de l'Église réformée de France, mais il est pasteur de l'Église anglicane, une autre variété de christianisme protestant. Et Isaac Newton, on pense qu'il était unitarien, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas à la Trinité. Tous ces gens sont chrétiens, mais sont chrétiens de manière très différente. Et ils vont travailler ensemble à faire quelque chose qui va réunir
tous les chrétiens, qui à l'époque sont tous protestants en Angleterre, bien évidemment, puisque ne sont exclus de la communauté maçonnique que les horribles papistes, c'est-à-dire ceux qui sont catholiques, qui se réfèrent à un chef d'État étranger qui est le pape. Ce qu'Anderson a fait, c'est qu'il a inscrit tout autour de cette matrice d'articles de règlements généraux, il a inscrit une histoire légendaire du métier, qui est une histoire fantasmagorique mais très sympathique. Et puis il a terminé son livre par des chansons qui sont aussi très sympathiques, la chanson du Vénérable Maître, la chanson des Surveillants, la chanson des Fellowcraft et la chanson des Apprentis entrés. Mais c'est un texte fondateur pour toute la maçonnerie mondiale, qui s'est créée à partir de ça. La plupart des obédiences s'y réfèrent, pas toutes, on pourra en parler ce soir je pense, mais c'est un texte fondateur. Qu'est-ce que ça fait après? Ça crée la maçonnerie, ça crée une maçonnerie qui est dans l'air du temps, qui va être dans l'air du temps de la philosophie des Lumières, du déisme philosophique, et qui s'inscrit, sans le savoir encore, dans la révolution kantienne, qui va faire en sorte que on met plus l'homme au centre, on met plus Dieu au centre du cercle, on met l'homme au centre du cercle. C'est l'humanisme. On ne se préoccupe plus de la religion comme dictant la conduite, on se préoccupe de ce qu'on appelle l'autonomie du sujet, et on se préoccupe du fait que la raison est universelle, et donc on se préoccupe de l'universalisme. En fait, Anderson s'inscrit dans la pensée de John Locke et de Pierre Bell. Ce sont eux qui ont inventé la maçonnerie sans que les maçons s'en rendent compte. Et ce sera terminé par Emmanuel Kant avec le siècle des Lumières. La maçonnerie est la fille des Lumières. Alors 3 siècles plus tard, les Lumières sont malheureusement un peu obscurcies. Peut-être qu'il faut revoir le texte comme cela a été fait, reprendre les anciens devoirs et recréer de nouvelles lumières. Mais ça, à mon sens, c'est le rôle des francs-maçons. Ou s'ils ne le font pas, ce sera le rôle d'une autre structure.